Nous sommes sur le pont de Silver Bridge, le 15 décembre 1967. Ce pont suspendu de 250 mètres est situé à Point Pleasant, une ville des États-Unis en Virginie occidentale. Il fait presque sombre. On est en fin d'après-midi, à l'heure où beaucoup de gens rentrent chez eux. Les fêtes approchent et certains d'entre eux ont fait leurs achats pour Noël. Sur cet immense pont, les coups de klaxon fusent de tous les côtés. Pour cause, il y a un énorme embouteillage sur toute l'étendue du Silver Bridge. Apparemment, c'est dû au feu de circulation qui reste bloqué au rouge. Nombreux sont les véhicules entassés les uns derrière les autres et le poids que ça engendre fait vibrer le pont. Seulement, au fil des minutes, ce dernier se met à bouger de plus en plus fortement. Puis, brusquement, sans qu'on ne sache pourquoi, l'un des câbles se rompt. L'un après l'autre, d'autres câbles cèdent sous les yeux des automobilistes impuissants. Paniqués, certains s'extirpent le plus vite possible de leur véhicule, puis se mettent à courir dans tous les sens en criant de terreur. Le sol se dérobe sous leurs pieds, ainsi que sous les véhicules dont certains ont encore des occupants. Tout est en train de s'effondrer. Les voitures glissent lentement et basculent par-dessus le pont, s'enfonçant dans les eaux obscures de la rivière Ohio. C'est le chaos, un jour sinistre où une quarantaine de personnes vont trouver la mort. Mais que s'est-il passé ce 15 décembre 1967 ? L'enquête qui a été menée sur les causes de l'écroulement du Silver Bridge a conclu à une défaillance dans la structure de ce dernier, qui de plus était trop surchargé ce jour-là. Par ailleurs, ce n'est pas tout, car autour de cette catastrophe, il y a un mystère qui plane. En effet, parmi les victimes du Silver Bridge, certains avaient fait des déclarations quelques mois plus tôt. Leurs témoignages décrivaient leur rencontre avec quelque chose d'assez effrayant, une sorte de créature qu'on appelle le Mothman, ou l'homme papillon. Cette créature, d'autres personnes l'avaient déjà croisée un an plus tôt, le soir du 12 novembre 1966. Ils étaient au nombre de 5 hommes dans un cimetière en Virginie occidentale. Ceux-ci préparaient une tombe, quand soudain, au même moment, ils furent témoins de quelque chose d'incroyable. Ils virent un être immense d'environ 2 à 3 mètres de haut, de couleur sombre, se tenant là à quelques mètres. Celui-ci avait les yeux rouges et était de forme humaine. Le plus étrange est qu'il avait des ailes dans le dos. En un instant, ce dernier prit son envol et passa au-dessus de leur tête. Cette histoire fut relayée dans la presse américaine quelques jours plus tard. Nous sommes le 15 novembre, non loin de la ville de Point Pleasant. La nuit est tombée depuis bien longtemps, il est plus de minuit, et la rue est quasi déserte. Seul un véhicule traîne dans le coin. À l'intérieur, 2 jeunes couples, Steve et Mary Mellett, ainsi que Roger et Linda Scarberry, qui ont décidé de faire une petite virée nocturne. Le véhicule roule près d'une usine de TNT abandonnée, quand soudain, ses 4 occupants aperçoivent dans le noir 2 lueurs rougeâtres. Le conducteur freine brusquement. Les 2 couples regardent dans cette direction durant quelques instants et se rendent compte que ces lueurs ne sont pas fixes, elles bougent. Soudain, leur sang se glace quand ils constatent qu'en réalité, ce sont 2 yeux appartenant à une créature d'environ 2,10 mètres de haut. Ce qui est encore plus effroyable, c'est que cette chose a la forme d'un humain et qu'en plus, elle possède de grosses ailes rabattues sur le dos. Pendant un court laps de temps, tous les 4 semblent inoptisés par ce qu'ils voient. Puis très vite, ils reprennent leurs esprits et finissent par s'enfuir, la peur au ventre, en direction de la route 62. Mais tout à coup, un peu plus loin, ils voient à nouveau la créature qui se tient sur le bord de la route. Celle-ci se met à déployer ses ailes, puis, brusquement, prend son envol. Seulement, la créature ne s'enfuit pas, elle décide de les prendre en chasse. Les 4 jeunes sont terrifiés. Pour tenter de semer la créature, le conducteur du véhicule appuie sur l'accélérateur. Maintenant, il roule à 160 km/h.
Mais malgré ça, la chose continue à les pourchasser. Ils n'arrivent toujours pas à s'en débarrasser. Aussi, ils finissent par atteindre le centre-ville et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît. Encore bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre, en arrivant au centre, ils se rendent sans attendre au poste de police du comté de Mason et face au shérif adjoint, ils commencent à raconter en détail leur rencontre incroyable. Bien sûr, leur histoire est difficile à croire et le shérif ne sait pas quoi en penser. Mais ce dernier connaît bien les deux couples et sait qu'ils ne sont pas des menteurs. Le lendemain soir, le 16 novembre, Marcella Bennett, accompagnée de sa fille ainsi qu'un couple, M. et Mme Raymond Wamsley, vont rendre visite à des amis qui habitent non loin de l'usine TNT. Ceux-ci arrivent à destination, sortent de la voiture. Brusquement, ils voient apparaître derrière le véhicule en stationnement quelque chose. C'est plus grand qu'un humain, ça a les yeux rouges brillants et possède 2 grandes ailes. Plusieurs observations se seraient succédé jusqu'au 15 décembre 1967, date de l'écroulement du pont. La veille du drame, le 14 décembre 1967, de nombreuses personnes disent avoir aperçu le Mothman suspendu au Silver Bridge. Il paraît que celui-ci a été observé dans d'autres pays et que les témoins le décrivent de la même manière. Très grand, d'aspect humain, sombre, de yeux rouges et une paire d'ailes collées au dos. On se rappelle tous de ce fameux 11 septembre à New York où le World Trade Center s'est effondré. Et bien ce jour-là, des témoins disent l'avoir aperçu dans les parages. Il existe même une photo d'une créature volante ressemblant étrangement à l'homme papillon. Elle a été prise par le photographe Stephen Moran durant un tournage sur Greenwich Street. L'homme prenait au même moment des clichés des opérations de secours suite aux attentats. Les témoignages sur l'homme papillon sont nombreux dans le monde. Et chose étrange, la créature apparaît souvent avant un terrible événement. Alors s'il existe vraiment, sa présence serait-elle prophétique? Viendrait-il prédire les catastrophes? Ou est-ce lui qui les provoquerait? Y a-t-il une vie après la mort? Beaucoup de personnes dans le monde disent avoir vécu une EMI, expérience de mort imminente. Ces derniers, cliniquement morts, affirment être sortis de leur corps, avoir vu un tunnel, etc. Seulement, ces expérienceurs, comme on les appelle, n'ont eu qu'un aperçu de l'après, puisqu'ils sont revenus à la vie. Alors, que se passe-t-il vraiment après la mort? Est-ce le néant? L'âme subsiste-t-elle? Va-t-on au paradis? En enfer, ou sommes-nous destinés à nous réincarner? On parle de réincarnation lorsqu'après la mort physique, notre âme migre dans un nouveau corps. Qu'on croit ou non à ce concept, à travers le monde, de nombreuses personnes affirment se souvenir d'une vie antérieure. Et étrangement, ce sont majoritairement des enfants. On peut avoir du mal à y croire, sachant que les enfants ont parfois beaucoup d'imagination, mais certains cas sont quand même très troublants. Nous sommes en mai 2013, en Inde, dans un canal près de Nagla Sanei, un village près de la ville de Manpuri, dans l'Uttar Pradesh. Un jeune garçon de 13 ans, Rohit Kumar, est en train de se baigner, mais soudain, c'est le drame. L'adolescent se noie. Sa famille est dévastée. 8 ans plus tard, un enfant prénommé Chotu se rend chez Pramod Kumar, le père du jeune garçon décédé, et lui dit « Dans ma vie d'avant, j'étais ton fils ». L'homme est surpris par cette déclaration inattendue, mais n'est pas au bout de ses surprises, car très vite, l'enfant dévoile des détails surprenants sur la vie de l'adolescent, puis donne l'identité du reste de la famille, dont la mère et la sœur. Chotu affirme être la réincarnation de Rohit Kumar, et depuis tout petit, son souhait le plus grand était de rencontrer son autre famille, et c'est chose faite. Le jeune garçon a tellement supplié ses parents que ceux-ci ont fini par céder à sa demande. En apprenant la nouvelle, une foule de curieux sont venus écouter l'histoire de l'enfant réincarné, et dans cet attroupement de villageois, il y avait un homme que Chotu a immédiatement reconnu comme son ancien instituteur quand il était Rohit Kumar.
Très vite, il est emmené à l'école où on le présente aux autres professeurs de l'adolescent décédé. Tout le monde l'interroge et celui-ci répond aux questions sans faire d'erreur. Nous sommes en mars 1993 à Chicago. Il est environ 4 heures du matin. Au premier étage d'un hôtel résidentiel, le Paxton Hotel, une chambre est en flammes. Bientôt, l'incendie se propage aux autres étages. C'est la panique totale quand tous les locataires de l'immeuble se retrouvent piégés dans ce terrible incendie. Terrifiés, plusieurs d'entre eux décident de sauter de l'immeuble en feu, certains utilisant des draps, d'autres sautant directement. Les pompiers finissent par arriver, mais malheureusement, de nombreux résidents ont perdu la vie. L'incendie a fait environ 19 morts et une vingtaine de blessés. Nous sommes en février 2015 à Cincinnati, une ville de l'État de l'Ohio aux États-Unis. Les parents d'un petit garçon de 5 ans sont inquiets à cause du comportement de ce dernier qu'ils trouvent étrange. En effet, leur fils, Luke Wellman, n'a qu'un nom à la bouche, Pamela, et ça depuis qu'il est en âge de parler. Aussi, il n'arrête pas de dire « Quand j'étais petite, j'avais les cheveux noirs. Quand j'étais petite, j'avais des boucles d'oreilles comme ça, etc. » Alors sa mère finit par lui demander « Mais qui est Pam ?» Le petit garçon lui dit ceci « J'étais Pam, je suis morte, puis je suis allée au paradis. J'ai vu Dieu, il m'a repoussée, je me suis réveillée, j'étais un bébé et tu m'as appelé Luke. » En entendant ce discours, les parents de Luke sont surpris car ceux-ci ne lui ont pas donné d'éducation religieuse et n'ont jamais parlé de l'existence de Dieu ou du paradis devant celui-ci. Sa mère intriguée continue à l'interroger et lui demande « Comment es-tu mort ?» Et il répond « Il y a eu un incendie, j'ai sauté du bâtiment en flammes et je suis mort. » En disant ça, Luke fait un geste avec ses mains comme s'il était sur le point de sauter d'un immeuble. Ça s'est passé dans une grande ville où je marchais beaucoup et prenait le train. Sa mère lui demande alors la ville où ça s'est produit. Il répond qu'il se souvient que c'était Chicago. Et lorsque ce dernier se décrit physiquement dans sa vie d'avant, ce qu'il dit est surprenant. Il affirme qu'il était une femme noire. Toute cette histoire paraît improbable et comme la plupart des enfants, Luke a sûrement trop d'imagination. Mais Erika, sa mère, décide tout de même de faire des recherches. Elle trouve un article sur un incendie qui a eu lieu à l'hôtel Paxton. À l'époque, l'affaire avait fait la une des journaux. Mais là où ça devient étrange, c'est lorsque la jeune femme trouve le nom d'une des victimes mortes dans l'incendie et que ce nom est Pamela. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, seulement il y a encore 2 détails troublants qui correspondent au récit de Luke. En effet, la victime de 34 ans, Pamela Robinson, a sauté d'une fenêtre pour échapper aux flammes. Et c'était une femme noire. D'ailleurs, l'hôtel Paxton où elle résidait était situé dans un quartier majoritairement afro-américain. Trop intriguée par cette histoire, la mère de Luke ne veut pas en rester là et décide de faire une petite expérience avec son fils. Elle imprime donc une photo de Pamela et la mélange à plusieurs autres photos de femmes qui n'ont aucun lien avec l'incendie. Puis elle demande au petit garçon de lui montrer Pam. Il dit « Il y a quelqu'un que je peux reconnaître. » Et là, sans aucune hésitation, il désigne la photo de Pamela Robinson. Plus tard, le petit garçon a finalement arrêté de parler de cette femme, comme si avec le temps, les souvenirs de cette vie antérieure s'étaient peu à peu estompés. Un médium est une personne qui possède un don extraordinaire, celui de recevoir des messages de l'autre monde qui peuvent être visuels, auditifs, etc. Pour certains, la plupart d'entre eux ne sont que des charlatans, et pour d'autres, leur don est bien réel. Mais qu'on y croit ou non, certains médiums ont quand même marqué leur époque grâce à leurs prédictions. Découvrons ensemble 4 d'entre eux. Le 22 novembre 1963 à 12h30, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est assassiné lors d'une visite officielle dans le centre-ville de Dallas.
7 ans plus tôt, le 13 mai 1956, interviewée par le magazine Parade, une médium, Jane Dixon, prédit l'élection d'un président démocrate. Elle le décrit physiquement en donnant des détails comme la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa taille. Seulement, elle ajoute dans sa prédiction qu'au cours de son second mandat, ce dernier serait sûrement assassiné ou mourrait d'une manière ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après ça, la vie de Jane Dixon a complètement changé et cette prédiction a fait d'elle l'une des médiums les plus célèbres du XXe siècle. Née le 3 janvier 1904 à Medford dans le Wisconsin, Jane Dixon décède à l'âge de 93 ans le 26 janvier 1997 d'un arrêt cardio-pulmonaire. Au cours de sa vie, elle a fait d'autres prédictions comme l'assassinat du frère de John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy, le suicide de Marilyn Monroe, etc. Elle a aussi évoqué les années 2020-2037, affirmant qu'à cette période, le monde subirait de grands bouleversements et que la fin du monde arriverait ensuite. S'il est vrai que quelques-unes de ces prédictions sont bonnes, il faut savoir que beaucoup d'entre elles se sont avérées fausses. En 1884, une jeune Anglaise du nom de Leonora Piper, inquiétée par des douleurs persistantes, décide de consulter un médium ayant des dons de guérisseur. Pendant l'une de ces consultations, Leonora tombe dans une sorte de transe où elle entend des voix. Durant cette transe, elle s'adonne à ce que l'on appelle l'écriture automatique. Les mots qu'elle écrit sont destinés à l'une des personnes présentes ce jour-là. Il s'agit d'un certain Frost, un juriste qui ne croyait pas au spiritisme jusqu'à ce qu'il reçoive ce message venant de son fils décédé. Peu de temps après cet événement, la nouvelle se propage dans toute la région et de nombreuses personnes commencent à contacter la jeune femme pour des séances de spiritisme qui remportent un franc succès. Le philosophe William James va participer à l'une de ces séances et la médium va lui donner des détails sur sa vie privée qu'elle ne pouvait absolument pas connaître. À partir de ce moment-là, l'homme, convaincu par les dons de médiumnité de Leonora, décide de présenter cette dernière à l'American Society for Psychical Research, qui a pour but d'étudier scientifiquement les phénomènes psychiques. Leonora Piper, née en 1859 dans le New Hampshire, eut une grande renommée à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et en Angleterre. Il paraît que ses dons de médium remonteraient à son enfance. En effet, ses parents racontent qu'à l'âge de 8 ans, alors qu'elle jouait dehors, elle entendit une voix qui lui dit « Tante Sarah n'est pas morte, elle est encore avec vous ». Elle eut très peur et en parla aussitôt à ses parents. Et, effectivement, peu de temps après, ils apprirent que cette fameuse tante avait bel et bien perdu la vie ce même jour et à l'heure même où Leonora entendit la voix. Marianne Lenormand, dit Mademoiselle Lenormand, est née le 27 mai 1772 dans la commune d'Alençon, soit une dizaine d'années avant la Révolution française. Elle fut une voyante célèbre à cette époque. Elle a commencé à se servir de ses dons de voyance dès son enfance. Plus tard, elle fait la connaissance d'une diseuse de bonne aventure qui lui apprend le principe des tarots divinatoires. Suite à cet enseignement, elle décide d'ouvrir son propre cabinet de voyance. À ces séances, elle reçoit tout le monde sans faire de favoritisme, nobles, domestiques, etc. Mais aussi des personnages importants tels que Robespierre, Napoléon, Joséphine de Beauharnais. Elle avait prédit elle-même le moment de sa mort, soit à l'âge de 124 ans, mais cette prédiction-là était erronée puisqu'elle s'est éteinte beaucoup plus tôt à 73 ans. Elle était considérée dans son temps comme la plus grande diseuse de bonne aventure. Il y a même un célèbre jeu de tarot qui porte son nom. Ce médium du XVIe siècle est devenu célèbre
après la publication en 1555 d'un ouvrage appelé Les Prophéties. Médecin, mais aussi apothicaire et astrologue, cet homme a su prédire des événements importants qui allaient se dérouler dans les siècles à venir. Un bon nombre de ses prédictions se sont d'ailleurs réalisées. La plupart des gens connaissent son nom. Michel de Notre-Dame, surnommé Nostradamus, né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort en 1566. Il avait prédit la mort du roi Henri II, la Révolution française, le couronnement de Napoléon, la montée d'Hitler au pouvoir, des changements climatiques, des catastrophes naturelles, etc. Il a même prédit l'arrivée, au cours de notre siècle, d'un nouvel antéchrist, qui selon lui viendrait d'Orient. Et plus inquiétant encore, une fin du monde pour l'année 3797. Nous sommes dans la ville de Strasbourg, plus de 500 ans en arrière, le vendredi 12 juillet 1518. En cette période de sécheresse et de famine, les Strasbourgeois vivent des moments difficiles. Ce jour-là, une des habitantes nommée Trophéa sort de chez elle, rue du Jeu des Enfants, avec son nouveau-né dans les bras, et brusquement jette ce dernier dans la rivière depuis le pont du Corbeau. Trop pauvre pour s'occuper de lui, la jeune femme a préféré prendre cette terrible décision plutôt que de le garder et ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Juste après cet acte désespéré, peut-être était-elle en train de sombrer dans la folie, mais celle-ci a tout d'un coup un comportement étrange. Elle descend dans les rues de la ville et se met à danser. Elle danse, puis les minutes s'écoulent, puis ensuite les heures. La journée se termine, celle-ci danse toujours sans s'arrêter, jusqu'au lendemain, et encore le surlendemain, puis les jours suivants, malgré la fatigue et la chaleur pesante. On peut supposer qu'elle a véritablement perdu la tête après la mort de son enfant. Seulement, ce qui se passe au bout de quelques jours est encore plus surprenant. Alors que la jeune femme danse, d'autres personnes la rejoignent, et sans qu'on ne comprenne pourquoi, se mettent à faire la même chose qu'elle. Ces derniers se déhanchent eux aussi, encore et encore. Puis, au fur et à mesure, le nombre de danseurs fous augmente jusqu'à atteindre 400 personnes, hommes, femmes, enfants, comme une maladie contagieuse, une épidémie. On peut deviner sur l'expression de leur visage que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils exécutent cette chorégraphie insensée. Ils ne semblent pas maîtres de leurs mouvements. D'ailleurs, certains demandent de l'aide. Danser à ce rythme-là n'est pas humain. Et forcément, beaucoup finissent par s'écrouler sur le sol et mourir d'épuisement, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de déshydratation. Dans la ville, certains pensent que cette histoire est liée au diable et que ceux qui sont atteints de ce mal sont possédés. Le phénomène inquiète et des médecins sont appelés. Ces derniers affirment que c'est une maladie naturelle, due à la chaleur, et les soins qu'ils prescrivent sont étonnants. Selon eux, pour que les malades puissent guérir, il faut à tout prix qu'ils continuent à danser encore plus. Vu l'ampleur de l'épidémie, les autorités s'exécutent. Sans plus attendre, ils implantent place Broglie, une scène en bois, et font appel à des musiciens. Seulement, la situation se dégrade et l'épidémie ne désenfle pas, bien au contraire. Le nombre de danseurs s'accroît et beaucoup d'entre eux meurent. Après cet échec, les malades sont finalement emmenés à Saverne pour participer à une cérémonie en l'honneur de Saint Guy, protecteur des maladies de Corée, qui sont des maladies de mouvement incontrôlé. Après ça, de nombreuses personnes commencent à guérir et l'épidémie finit par cesser en septembre 1518. L'auteur anglais William Shakespeare donna un nom à cet événement étrange. Il l'appela « The Dancing Plague », la peste dansante. Des chercheurs se sont intéressés à cette épidémie et ont tenté de trouver des réponses, mais hormis quelques suppositions, n'ont pas réussi à expliquer ce phénomène.
Nous sommes en 1782, dans le canton de Glaris, en Suisse. Un avis de recherche est lancé contre une femme d'une quarantaine d'années et une grosse récompense est promise à celui qui la capturera. Peu de temps après, celle-ci est retrouvée et accusée de sorcellerie. Cette femme s'appelle Anna Goldie. Anna n'a connu que la misère depuis sa naissance. À son adolescence, elle travaillait déjà comme servante pour des gens riches. Aussi, sa vie personnelle a été très compliquée. En effet, à l'âge de 31 ans, elle a été séduite par un homme qui l'a abandonnée enceinte et l'enfant qu'elle a eu n'a pas survécu après l'accouchement. Nous sommes en 1780 quand elle rentre au service d'une nouvelle famille. Le père s'appelle Johann Jakob Tschudi. C'est un homme important à Glaris, médecin et membre du tribunal. Il est marié et a 3 enfants. Au début, tout se passe normalement, mais la situation va changer, car Anna est une très jolie femme, brune aux yeux gris, bien faite, et cette beauté va bientôt devenir une source d'ennui. Ainsi, au fil du temps, le père de famille semble être attiré par elle. Il la regarde avec insistance et commence à lui faire des propositions indécentes. Elle lui dit non, catégoriquement. Seulement, Anna est pauvre et est à son service. Lui est riche et bien sûr use de son pouvoir, refusant de la laisser tranquille. L'homme la harcèle constamment malgré ses nombreux refus et va plus loin encore. Elle n'en peut plus et finit par déposer une plainte contre lui. Le problème est que Jakob Tschudi n'est pas n'importe qui, il est influent et sa plainte ne servira à rien. Elle est désespérée, mais ce qui l'attend est bien pire. Un jour, l'une des filles du docteur, la cadette âgée de 8 ans, trouve des aiguilles dans son bol de lait. Anna est directement soupçonnée d'empoisonnement. Très vite, elle se fait renvoyer. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car quelques semaines après son départ, l'enfant se met à recracher des épingles par dizaines. Elle est fiévreuse, vomit et a des convulsions. La famille est persuadée que ce qui arrive à leur fille est l'œuvre de la servante. Ils pensent qu'elle pratique la magie noire et que c'est une sorcière. Et là, sans attendre, un avis de recherche est lancé pour retrouver Anna. On l'arrête, elle clame son innocence, mais en vain. Puis, pour obtenir des aveux, on va alors la torturer. Les mains liées dans le dos, on la suspend par les pouces, avec des poids attachés aux chevilles. Là, c'en est trop, elle avoue tout ce qu'on lui demande, puis elle est emprisonnée en attente du procès. Entre-temps, la petite fille malade se rétablit peu à peu, et bien sûr, pour beaucoup, c'est bien la preuve qu'elle est bel et bien coupable, puisqu'en son absence, l'enfant guérit. Sans surprise, Anna est reconnue coupable et condamnée à mort. Au mois de juin 1782, elle est exécutée par décapitation. Il faut savoir que durant son séjour derrière les barreaux, Anna donna naissance à un enfant qui meurt peu après, et on peut supposer que le père de ce bébé n'était autre que son harceleur, le docteur Tschudi. Décidément, le fait de porter plainte contre ce dernier ne lui a apporté que des malheurs, car aujourd'hui, on sait qu'en l'accusant de sorcellerie, l'homme a ainsi pu protéger sa réputation, évitant de devoir subir un scandale pour agression sexuelle, surtout dans un milieu comme le sien. Quant à Anna Goldie, vu l'époque et sa condition de femme pauvre, elle n'avait aucune chance de s'en sortir face à un homme avec autant de pouvoir que lui. La seule chose positive dans cette histoire, c'est qu'Anna, injustement exécutée, finit par être réhabilitée en 2007, puis complètement innocentée le 27 août 2008. Il a fallu attendre plus de 200 ans pour que les autorités reconnaissent qu'elle n'était pas une sorcière et qu'elle avait été victime d'une erreur judiciaire. Nous sommes en novembre 2016 à l'aéroport international de Mexico. Il est 3 heures du matin. Un agent de sécurité âgé de 32 ans, Francisco Hernandez, termine son quart d'heure de travail quand il croit entendre un bruit de claquement bizarre venant d'un avion vide.
L'homme n'en est pas sûr, mais décide quand même d'aller vérifier. Il s'introduit alors à bord de l'engin pour effectuer un contrôle de sécurité. Il fait très sombre. L'homme allume sa lampe de poche et avance doucement dans l'allée entre les sièges. Tout d'abord, il inspecte les toilettes et l'endroit réservé au ravitaillement. Mais alors qu'il retourne dans l'allée pour quitter l'avion, il entend un bruit très étrange. L'homme se retourne pour voir ce que c'est. Il dirige sa lampe torche vers l'endroit d'où vient le bruit. Et là, brusquement, une silhouette sombre surgit au fond du couloir, puis disparaît aussitôt. L'homme a peur, mais n'est pas sûr de ce qu'il voit, se disant que c'est peut-être un jeu de lumière. Alors il avance de quelques pas encore, et voilà que la silhouette sombre réapparaît au bout du couloir et semble l'observer. Cette fois-ci, il est certain de ce qu'il voit. Il ne sait pas quelle est la nature de cette chose. Un fantôme, une créature, peu importe. La peur au ventre, il décide de prendre ses jambes à son cou et fuit à toute vitesse sans demander son reste. Francisco Hernandez a eu la peur de sa vie ce soir-là. Il se confie aux médias et dit qu'il ne s'exprime maintenant que parce qu'il a entendu parler d'autres rencontres similaires dans le même aéroport. Il veut que les autres personnes qui vivent cela sachent qu'elles ne sont pas folles. J'ai hésité à raconter cette histoire parce que peu de gens me croient. Mais heureusement, j'ai enregistré l'incident pour pouvoir le revoir et vérifier que je ne l'imaginais pas. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais moi-même douté de ce que j'ai vu cette nuit-là, a-t-il dit. Il a déclaré: « Je suis entré dans l'avion dans le cadre du protocole de la compagnie aérienne et je suivais les procédures d'inspection de la cabine. J'avais entendu ce qui ressemblait à quelqu'un claquant les portes à l'intérieur de l'avion et je suis allé vérifier. Au début, je n'étais pas sûr de ce que je voyais. Je me suis murmuré: « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai même fait quelques pas en avant parce que je pensais qu'il pouvait s'agir d'un effet de lumière, explique Hernandez. Mais lorsque la chose a bougé d'avant en arrière toute seule, j'ai su que je n'inventais rien. Nous sommes dans un avion de la compagnie aérienne Virgin Atlantic. Une hôtesse de l'air aperçoit un vieil homme assis dans les escaliers, l'air un peu confus. Surprise, cette dernière lui demande alors ce qu'il fait là, et l'homme répond: « Je suis désolé, je voyage avec ma femme. Elle se trouve à l'étage. Je pense qu'elle s'inquiète pour moi. S'il vous plaît, pouvez-vous aller la voir et lui dire que je vais bien ?» La jeune femme accepte de lui rendre ce service et demande à celui-ci de lui indiquer l'endroit où est assise sa femme. Elle voit ensuite l'homme se lever et remonter à l'étage, puis entrer dans les toilettes près de la cage d'escalier. Quelques minutes plus tard, l'agent de bord se rend au numéro de siège que le vieil homme lui a donné. Et lorsqu'elle arrive près de son épouse, elle lui transmet aussitôt le message, lui assurant que son mari va bien. Seulement, en écoutant ce que l'hôtesse lui confie, la vieille dame ne comprend pas. Elle affirme que son mari est bien présent dans l'avion, mais qu'il n'a certainement pas pu lui parler, car celui-ci est en fait décédé et se trouve dans la soute dans un cercueil. L'étrangeté de la situation surprend les deux femmes. La vieille femme sort alors de son sac une photo de son mari, la montre à l'hôtesse et lui demande si celui qu'elle a vu
est le même que sur la photo. Et là, la jeune femme est sous le choc, constatant que c'est bien la personne avec qui elle venait de discuter dans l'escalier. Après cet incident, le vieil homme n'a plus été aperçu durant tout le reste du vol. Nous sommes à l'aéroport international O'Hare à Chicago le 25 mai 1979. Le soleil est au rendez-vous, et donc c'est une belle journée qui commence pour les 258 passagers qui embarquent à bord du McDonnell Douglas DC-10 sur le vol 191 d'American Airlines. C'est un vol sans escale à destination de Los Angeles. 13 membres d'équipage sont dans l'avion, ainsi que les passagers, et parmi ces derniers, il y a des vacanciers, ainsi que quelques personnalités littéraires qui doivent se rendre à une conférence. Aux commandes ce jour-là, il y a le capitaine Walter Lux, un pilote expérimenté âgé de 53 ans qui a plus de 22 500 heures de vol à son actif, le premier officier James Dollard âgé de 49 ans et l'ingénieur de vol Alfred Udovich âgé de 56 ans. Il est presque 15 heures. L'avion commence à rouler sur la piste. À 15h02, il obtient l'autorisation de décoller. Il commence à accélérer pour le décollage, et à ce moment-là, le moteur gauche et le pylône se séparent de l'avion, arrachant une partie du système hydraulique. À 15h03, un contrôleur aérien envoie un message radio à l'avion. Il n'y a pas de réponse. L'équipage ne peut pas voir les moteurs depuis le cockpit. Bientôt, l'avion commence à s'incliner vers la gauche. Il pique du nez et brusquement, le vol 191 s'écrase dans un champ découvert et explose à proximité d'un camp de caravanes. C'est une véritable horreur. 258 passagers et 13 membres d'équipage, soit 271 personnes, meurent dans cet avion. L'engin est réduit en miettes, il n'y a aucun survivant. Au sol, les projections de débris font 4 autres victimes, 2 qui ont perdu la vie et 2 gravement brûlés. Le crash aurait pu faire pire si l'avion s'était écrasé sur le village de Caravane. Il y a des citernes à essence se trouvant à côté et l'explosion aurait multiplié le nombre de morts. Cette catastrophe aérienne fut l'une des plus meurtrières aux États-Unis. Quelques mois plus tard, après le drame, de nombreux faits étranges ont été signalés aux abords du site de l'accident. Certains disent avoir entendu des voix gémir dans la nuit alors qu'il n'y avait personne. Des automobilistes affirment avoir vu des orbes blanches qui flottaient et aussi des silhouettes sombres dans le champ où l'avion s'était écrasé. Soupçonnant qu'il s'agissait plutôt de curieux munis de lampes de poche cherchant à visiter le site du crash, les policiers ont commencé à enquêter. Mais après plusieurs vérifications, le champ était complètement désert. Personne n'a jamais été retrouvé. Aussi, il y a eu d'autres témoignages encore plus bizarres venant des gens qui résidaient dans le parc à roulotte à côté. Ils ont raconté que quelques heures après le crash, on entendait d'étranges cognements sur les portes et les fenêtres, et qu'après vérification, il n'y avait personne. Au fil des jours et des semaines qui suivirent, les phénomènes se sont amplifiés. On a signalé des poignées de porte que des forces invisibles tournaient ou secouaient, des bruits de pas mystérieux sur les porches ou les escaliers. Mais il y a eu des témoignages encore plus glaçants. Certains résidents, en ouvrant leurs portes, affirment s'être retrouvés face à un individu étrange. Celui-ci semblait très inquiet, se plaignait d'avoir perdu ses bagages ou déclarait qu'il avait un vol de correspondance à prendre. Puis, comme par enchantement, le mystérieux personnage disparaissait sous leurs yeux. On raconte qu'une nuit, alors qu'un homme promenait son chien tranquillement à proximité de la zone où l'avion s'était écrasé, celui-ci a croisé un jeune homme seul qui marchait. Le témoin a déclaré que cette personne était bizarre,
qu'elle sentait l'essence et que de la vapeur semblait sortir de ses vêtements. Le jeune homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il devait téléphoner en urgence. Il s'est alors tourné quelques secondes pour lui montrer un téléphone public, mais étrangement, quand il s'est retourné vers ce dernier, il avait complètement disparu. Nous sommes le 1er juillet 1965 à Valençol, une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Province. Il est environ 5h45 du matin. Maurice Mas, un agriculteur de 41 ans, prend sa pause pour fumer une cigarette après avoir biné son champ de lavande. Soudain, l'homme entend un son aigu. Puis, aperçoit une sorte d'engin qu'il prend au premier abord pour un véhicule de la taille d'une Renault Dauphine. Ce dernier décide donc de s'en approcher. Seulement, ce qu'il voit en face de lui n'est pas un simple véhicule. En effet, cette chose a la forme d'un ballon de rugby et est munie de plusieurs pieds. Le quadragénaire n'en croit pas ses yeux et il n'est pas au bout de ses surprises, car non loin de l'objet non identifié, celui-ci aperçoit 2 êtres de forme humanoïde. Les 2 individus ont une tête énorme, beaucoup plus grosse que celle d'un homme. Leur visage est effrayant. Ils ont la taille d'un enfant d'à peine 10 ans et portent des combinaisons. Ces derniers sont accroupis et semblent observer la lavande. L'homme est sous le choc, mais n'a même pas le temps de se rapprocher, ni même le temps de prendre ses jambes à son cou, car les créatures l'ont vu. Et voilà que l'une d'elles se relève. Elle a un objet dans les mains, et pointe celui-ci vers l'agriculteur, qui se retrouve brusquement figé sur place. Il ne peut plus bouger, mais reste tout de même conscient, et assiste alors au départ de ces êtres venus d'ailleurs. Ces derniers ont réintégré leur étrange véhicule, qui décolle et s'envole à une vitesse fulgurante. Entre-temps, Maurice Mas sort de sa paralysie qui aura duré une dizaine de minutes environ. Il est encore terrifié par ce qu'il vient de vivre. Bientôt, il se confie sur sa rencontre invraisemblable, et la rumeur enfle. Puis l'homme est convoqué par la gendarmerie. Il leur raconte tout. Les gendarmes se rendent sur les lieux et se retrouvent face à des traces étranges. Il y a comme une sorte de trou dans la terre entouré de 4 sillons, preuve qu'un engin s'est bien posé là. Après sa mésaventure, curieusement, Maurice Mas se dit atteint d'hypersomnie, un trouble du sommeil contraire à l'insomnie. Ainsi, il sera hypersomniaque pendant des mois. Autre fait étrange, là où l'appareil s'était posé, la lavande ne repoussera que 10 ans plus tard, soit en 1975. Suite à cette histoire, les curieux viennent de toutes parts et la presse s'empare de l'affaire. Au village, certains pensent que Maurice Mas dit vrai, et bien sûr, d'autres le croient fou. Face à ses détracteurs, l'homme n'en peut plus et fait le choix de ne plus parler. Mais que s'est-il vraiment passé à Valençol ce 1er juillet 1965 ? L'agriculteur a-t-il vraiment vu un ovni ce jour-là ou a-t-il tout inventé ? Nous sommes le 29 août 1967 à Cussac, une commune rurale française située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tôt le matin, un frère et une sœur, François Delpeuch âgé de 13 ans et Anne-Marie 9 ans, suivis de leur chien Médor,
sont partis conduire un troupeau de vaches dans un pré. Il est plus de 10 heures. Alors que les enfants gardent le troupeau familial, leur chien Médor se met à aboyer. Et bizarrement, les vaches semblent agitées. Soudain, le garçon et sa petite sœur aperçoivent à environ 60 mètres 4 petits êtres d'1,20 m, aux faciès effrayants et vêtus de combinaisons sombres. Non loin de ces créatures, ils voient un étrange appareil incroyablement lumineux, de forme sphérique, posé sur le sol. Cet appareil mesure environ 4 mètres de large sur 2 mètres de haut. François et Anne-Marie sont bien sûr complètement terrifiés par cette vision et n'ont qu'une envie, fuir en courant. Seulement, en les voyant eux aussi, les 4 créatures les devancent et prennent alors la poudre d'escampette, s'engouffrant en un instant dans cette sorte de soucoupe volante sous le regard médusé des 2 enfants. Alors qu'ils sont visiblement sur le point de s'en aller, brusquement, l'une des créatures redescend de l'appareil comme s'il avait oublié quelque chose et remonte aussitôt. Puis très vite, l'engin décolle et disparaît dans un sifflement, laissant derrière lui une odeur de soufre. Les enfants, pris de terreur, rentrent au village en pleurs. Alertés, les gendarmes arrivent sur place. Ceux-ci constatent qu'il y a effectivement une odeur de soufre, mais aussi que l'herbe s'est desséchée à l'endroit même où le fameux engin a atterri. 11 ans plus tard, des experts interrogeront à nouveau les 2 témoins devenus adultes, et ces derniers ne changeront pas de version. Nous sommes en plein mois de décembre et les fêtes de Noël approchent à grands pas. Comme d'habitude, les plus petits, mais aussi les plus grands, attendent avec impatience ce moment à passer en famille ou entre amis. Et de plus, il y a les cadeaux, ces fameux cadeaux. Les plus grands ne croient plus au Père Noël et savent que ce n'est pas lui qui les distribue. Mais pour les plus petits, c'est une autre affaire. Certains d'entre eux croient encore à ce vieux bonhomme souriant avec sa grande barbe blanche et son beau costume rouge. Mais il ne faut pas oublier son prédécesseur, qui est fêté le 6 décembre, Saint Nicolas, celui dont il est inspiré et qui, contrairement à lui, n'est pas un personnage mythique, puisqu'il a réellement existé. Ce dernier est né au IIIe siècle, s'appelait Nicolas de Myre et était évêque. Il avait déjà beaucoup de similitudes avec notre Père Noël, dans son allure, ses vêtements, mais surtout, lui aussi distribuait des cadeaux aux enfants. Cependant, contrairement au Père Noël, il est souvent représenté ayant à ses côtés une sorte de version maléfique de lui-même, qui, vous vous en doutez bien, ne fait pas preuve d'autant de gentillesse, car son rôle est de punir les enfants qui n'ont pas été sages. Ce double maléfique revêt différents aspects et différents noms selon les pays. Ici on l'appelle le Père Fouettard, mais en Autriche par exemple, c'est le Krampus. Une sorte de créature à l'apparence démoniaque, à la crinière épaisse et dotée de grandes griffes et d'une grande langue. La légende dit que le monstre se cacherait dans les montagnes durant la période de Noël et qu'à la nuit tombée, sortirait de son repère pour terroriser les enfants. D'ailleurs, il paraît qu'on l'entend venir de loin, car celui-ci porte une lourde chaîne et des cloches qui font un bruit infernal. Alors gare aux enfants qui toute l'année se sont mal comportés, car l'horrible créature vous punira et la sanction sera sévère. En effet, le Krampus n'hésitera pas à vous fouetter, et pour ceux dont le comportement a été exécrable,
attendez-vous au pire. Car en plus des coups de fouet, il peut aussi vous emporter avec lui dans un endroit dont vous ne reviendrez peut-être jamais. Le nom de Krampus vient du mot allemand Krampen, qui signifie griffe, et il paraît que son origine est bien plus ancienne que celle de Saint Nicolas. Ce personnage monstrueux fait partie de la tradition de Noël depuis des lustres dans les pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, etc. Et c'est la veille de la Saint-Nicolas, durant la nuit du 5 décembre, qu'on célèbre ce monstre. À cette période, certaines personnes se travestissent d'une façon bien particulière. Ils se transforment en Krampus. Ils portent des masques à cornes et un costume incrusté de poils longs. Puis, fin prêt, ceux-ci descendent dans les rues. Avec la complicité de la population, ces gens déguisés jouent à leur faire peur et à les poursuivre. Cette pratique existe depuis longtemps dans ces régions et est censée être juste festive. Seulement, ça ne se passe pas toujours comme prévu, si bien que les autorités sont obligées d'intervenir durant ces fameux rassemblements afin de ramener l'ordre. Il y a eu parfois des blessés, adultes ou même enfants. Le fait d'être dissimulé sur un costume, et même pour certains alcoolisés, toutes ces raisons font que beaucoup se sentent désinhibés et finissent malheureusement par avoir des comportements violents. On peut se dire aussi que finalement tous ces débordements collent avec ce personnage du Krampus, qui a tout de même ce côté sombre, diabolique, à l'opposé de ce qui est censé représenter Noël, un moment d'amour, de partage et de magie.